communauté. Nous sommes le 23 avril 2026 pour une consultation citoyenne pour des modifications réglementaires. Bonsoir et merci de vous être déplacés pour cette soirée de consultation citoyenne. C'est important, vous me permettez de coller un peu plus en contexte ce soir plutôt que de faire un rapide. Parce qu'une modification réglementaire, ça devient un règlement. Et un règlement, c'est de donner un contraste entre les droits individuels des citoyens et les droits de la communauté. Dans le fond, c'est la liste qui nous permet de, la petite mince ligne qui nous permet de bien vivre en communauté. Les modifications réglementaires, ça n'a pas sorti juste comme ça. Lors, le travail a été initié suite aux dernières élections municipales de novembre 2025. Lorsqu'on a fait la démarche électorale, les élus ont rencontré de nombreux citoyens qui leur ont exprimé des difficultés ou des défis que leur pose la réglementation municipale dans leur quotidien. Ils ont aussi formulé des recommandations. À l'interne, les employés municipaux ont formulé des propositions. Les membres du comité d'urbanisme et environnement et du comité consultatif en urbanisme ont formulé des recommandations aussi qui ont été discutées et parfois reformulées par l'ensemble des élus municipaux. Depuis novembre passé qu'on travaille sur ce dossier-là. Le tout a été réalisé dans le contexte des nouvelles orientations gouvernementales, aménagement du territoire, les OGAP, comme on l'appelle, il y en a 9, il y en a qui traitent des mines, de la foresterie, etc., l'urbanisme, la densification des noyaux villageois, mais le gouvernement provincial a quand même tracé des lignes à suivre pour les urbanismes au niveau du Québec. C'est pas quelque chose, en fin de compte, chacune des municipalités, bien que c'est indépendant, à l'ensemble du Québec, il faut qu'il y ait un portrait qui se tienne. C'est pour ça qu'il y a des orientations gouvernementales. Il y a plusieurs buts qui étaient visés par les modifications réglementaires. Premièrement, il y avait des petites coquilles existantes d'un règlement qui est en vigueur, donc on va les corriger. On voulait alléger la lourdeur réglementaire, diminuer le temps de traitement et ainsi faciliter la tâche autant pour l'administration que pour les citoyens. On voulait diminuer les irritants à rapporter par les citoyens, comme on l'a dit tantôt. On voulait donner des outils aux élus pour permettre certains projets particuliers sans modifier le règlement du zonage dans son entièreté. Donc des projets, des micro-projets dans une zone sans changer, tout changer. Donner des outils à l'administration municipale pour s'assurer d'un minimum d'entretien des propriétés existantes qu'on n'avait pas un tel règlement. Donc, on tient tous à que chacun ait des belles maisons, on ne veut pas avoir des dépotoirs sur le territoire, des maisons à l'abandon, on ne veut pas avoir de vermine. On va avoir un règlement suite à ça. On voulait ajuster les coûts des permis à la situation 2026, ça faisait quand même une couple d'années que ça n'avait pas été ajusté. On voulait diminuer les coûts d'acquisition de propriété tout en respectant l'environnement. Vous allez voir tantôt, les grandeurs des terrains ont été modifiées pour permettre justement aux nouvelles familles, aux plus jeunes, de pouvoir acquérir des terrains plus petits, moins chers, mais au moins d'avoir une propriété. On voulait diminuer les coûts des entrepreneurs afin d'être compétitifs avec les municipalités environnantes tout en respectant l'environnement. L'environnement est important à l'avenir. On voulait augmenter le parc locatif Minervois afin de permettre à des jeunes familles et des gens moins fortunés de venir s'établir à Minerve. On voulait attirer de façon plus générale des gens à venir et s'installer à la Minerve et contribuer à la communauté minervoise. En résumé, on voulait permettre à la Minerve de se réaliser pleinement dans l'avenir, tout en tenant compte de son historique et dans le respect de son environnement que nous voulons durable pour la postérité. Merci. On aurait plusieurs buts là-dedans. Autant la direction générale que les élus souhaitent que le travail réalisé soit à la hauteur de vos attentes. Cependant, comme son nom l'indique, nous souhaitons maintenant avoir votre opinion et vos recommandations sur les différents projets de modification réglementaire. Je vais laisser maintenant Mme Amélie Vaillancourt-Lacotte, directrice de l'urbanisme et de l'environnement, qui va faire le point sur les détails des modifications proposées en utilisant une présentation PowerPoint. Une très belle présentation, vous allez voir, c'est clair, ça dit ce que ça change et pourquoi que ça change. Vous pouvez poser des questions au fil de la présentation, vous pouvez en poser après la présentation, et dans les jours à venir, vous pouvez vous adresser au service de l'urbanisme et environnement pour avoir, si vous avez du questionnement ou des propositions à faire. C'est un processus qui n'est pas terminé, c'est une consultation, il y a un premier projet de règlement qui est là, il peut être modifié, puis après ça, il va être adopté suite à ces étapes-là.
puis Mme Amélie Lacour-Yanka, animateur pour la CAP, va nous dire aussi les différentes étapes obligatoires que le gouvernement donne dans ce genre de processus. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Toutes ces modifications-là sont faites avec, j'imagine, une firme d'urbanisme. L'urbanisme conseil, oui. Et c'est laquelle? Hélène Doyen. Hélène Doyen. Consultante. Elle est urbaniste? Oui, elle est urbaniste, professeure à l'université. Elle était professeure à l'Université du Québec, à l'Université du Québec à Montréal. Elle donne multiples formations aussi pour les inspecteurs municipaux du Québec, à la COMEC, la corporation. C'est vraiment une sommité dans le. Et sa firme s'appelle Hélène Doyon. Oui, Hélène Doyon, consultante. OK, merci. Est-ce qu'on pourrait savoir où le monsieur ne le connaît pas, l'autre madame ne le connaît pas, l'autre madame. OK, effectivement, Michel Richard, je suis maire de Lumière, on va se présenter. Peut-être, tu sais, il y a vous connaissez, je pense, mais c'est plus les personnes de la ville qu'on connaît moins. D'accord. Parce que les conseillers, je les connais. Mais Donc, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marc-André Laforêt, je suis le nouveau directeur général de la municipalité depuis le 9 février dernier. Donc, merci d'être là, tout le monde. Puis, merci à M. Maire pour l'opportunité que vous nous donnez là, pour faire cette modification-là. C'est quand même assez lourd et costaud pour l'ensemble de l'équipe, mais ils ont réalisé vraiment un travail exceptionnel là, pour vous présenter ça aujourd'hui. Puis, Sandrine, Amélie, Isabelle et tout l'ensemble de l'équipe administrative travaillent très fort pour nous soumettre ça. Donc, je les remercie chaleureusement des efforts qu'ils ont fait pour arriver à cette présentation. M. Bernier, comme j'ai dit tantôt, il y a le gouvernement qui a pris un chapeau, il y a la MRC qui en a un autre. Nous autres, à la municipalité, on a une certaine marge pour jouer à travers de ça, mais ce qu'on va adopter, suite à la consultation, suite aux recommandations, le projet qui va être accepté, il faut qu'il soit accepté aussi par la MRC. Fait que, en fin de compte, c'est assurer la cohésion pour l'ensemble du territoire de la MRC et à l'envers du Québec. Fait qu'on ne peut pas se permettre de faire des grands écarts. J'ai vu ça avec le règlement 2025-752. Vous vous souvenez? Non. Alors, on y va. Oui, ça va être présenté Sandrine. Je vais la présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être présent ce soir. Je vais vous présenter là, tout de suite Sandrine Séchaud, qui est inspectrice. On est une petite équipe à la municipalité, en urbanisme environnement, nous sommes 3. Et puis Sandrine, elle est urbaniste de formation. Donc, elle a travaillé beaucoup avec moi là, pour ces règlements-là. Et on a aussi Isabelle Aramé, qui est plus spécialisée en environnement, bioécologie. Donc, c'est notre référence pour tout ce qui est environnement à la municipalité. Donc, aujourd'hui, ça ne part pas. Alors, je vais vous présenter le calendrier d'adoption. Et puis, aujourd'hui, on va vous présenter quelques modifications de règlement. Donc, zonage, permis certificat, lotissement, entretien des bâtiments, occupation, projet particulier et constitution du CCI. Donc, voilà pour ça. Donc, au niveau des étapes d'adoption, donc aujourd'hui, on a plusieurs règlements que je vous ai mentionnés. Et selon la loi de l'aménagement et l'urbanisme, le règlement de zonage doit passer par un processus qui vous permet, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines dispositions, des modifications, de venir signer un registre pour demander éventuellement un référendum. Donc, Sandrine, lorsqu'elle va vous expliquer les modifications au zonage, elle va spécifiquement vous indiquer les dispositions auxquelles vous pourriez ne pas être d'accord. Aujourd'hui, on est là pour faire une consultation publique, donc suivant les blocs de règlement, on aimerait vous entendre et suite aux commentaires vont être transmis au conseil.
Et le Conseil, par la suite, va prendre une décision. Donc, le deuxième projet de règlement de zonage va être adopté, qui est prévu au mois de mai, avec ou sans changement. Donc, lorsqu'ils vont recueillir vos commentaires aujourd'hui. Au niveau des autres règlements, ils sont soumis à des consultations publiques, mais ils ne sont pas soumis à un processus référendaire. Donc, c'est vraiment, on suit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour ces règlements-là. Alors, voilà, donc aujourd'hui, on est le 23 avril en consultation publique, deuxième projet prévu au mois de mai. Donc, on va, avec les dispositions que Sandrine va vous nommer à chaque diapositive, vous allez pouvoir vous opposer. Il y a un avis public qui va être publié suite au deuxième projet pour vous indiquer comment ça fonctionne. Puis si vous avez une quelconque opposition, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le service. On va vous diriger là-bas, mais tout va être publié sur site internet selon la loi nous l'indique. Alors, je passe la parole à ma collègue Sandrine pour les modifications au règlement de zonage. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, merci de vous être déplacés. Alors, on va commencer par quelque chose qui... le micro est là. Mais tu peux le prendre. Excusez-moi. Alors, on va commencer par quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup de monde, les logements accessoires. Les logements accessoires, on le sait, les maisons sont très chères, le développement, la construction, c'est cher. On a des demandes pour des logements accessoires. Au règlement présentement, si vous voulez un logement accessoire sur votre terrain, en plus de votre maison, vous devez avoir un minimum de 8000 m². C'est 2 fois 4000 m². Ça va être réduit à 5000 m². Alors, si vous avez 5000 m² que vous voulez un logement accessoire pour loger quelqu'un, vous pouvez le faire. Mais qu'est-ce qu'on entend par logement accessoire? Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Darny? C'est quoi la définition de logement accessoire? Un logement qui est accessoire. Donc, accessoire, il est trop. Pardon? Donc, on va avoir une résidence unifamiliale isolée et un logement accessoire. C'est ça. Donc, c'est vraiment un logement que vous allez mettre à disposition avec des installations septiques, mais la grandeur du logement va être plus petite que la maison. Ah oui. Alors, oui, ça pourrait être un studio. En termes de superficie, on peut, ça va s'apparenter. Un logement supplémentaire. OK. Avez-vous d'autres questions? Mais là, faut que tu changes. Faut que tu détaches pour attacher à la maison. Il peut être détaché, il peut être sur le dessus d'un garage, il peut être dans un mini chalet. Ce qu'on demande, c'est qu'il y a des traitements de eaux usées, la même chose qu'un logement normal. Alors, si vous avez 2 chambres, vous devez avoir une installation sanitaire qui est conforme pour 2 chambres. Ça peut être attaché à la maison aussi, ça peut être dans votre maison, dans votre sous-sol, ça peut être dans un bâtiment à part, ça peut être au-dessus d'un garage. Ça peut être un bâtiment complètement à part. Oui. Un chalet d'évité qu'on appelle. Hein? Les matériaux, là, on vient juste modifier un peu le règlement parce qu'on s'est aperçu que le revêtement en acier, avec un toit en acier, c'est pas super esthétique dans un milieu rural. Alors, les revêtements de couleur acier en acier ne seront pas autorisés. Comprenez-vous, là, ça fait comme un genre de airstream, c'est tout en métallique, puis ça reflète beaucoup la lumière, ça crée un peu de nuisance là, pour le voisinage, c'est assez impressionnant. Alors, si vous voulez un revêtement en acier, il faudra qu'il soit de couleur. C'était pas des volets, ça? Non. Ça vient d'être modifié.
Et si vous n'êtes pas d'accord avec ces dispositions, ça va être inscrit ici. À chaque fois qu'une disposition qu'on change peut faire l'objet d'une demande de la part des personnes à l'île à voter, pour un référendum, ça va être inscrit en bas. Mais je vais vous le dire aussi. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ces choses-là, vous pouvez donner vos recommandations. Pardon? Il faudra qu'elle soit de couleur. Mais un revêtement d'aluminium, je pense que c'est permis, peu importe la couleur. Pourquoi c'est pas permis? Mais c'est sûr, on vient mettre la couleur, si on vient mettre. Le revêtement de tôle en couleur acier n'est plus autorisé, mais le revêtement de tôle est autorisé. Un revêtement d'aluminium tout le tour d'un chalet, j'ai toujours pensé que c'était plus permis. Pourquoi? Non, c'est permis si c'est galvanisé. Ce n'est pas permis si ça n'est pas galvanisé. Oui? L'article précédent qu'on a vu, l'article 41, concernant la réduction de la superficie, est-ce que c'est sans égard au fait qu'on parle d'un lot qui est sur le bord de l'eau qu'en deuxième ligne? Aussi, oui, c'est tous les terrains qui vont pouvoir avoir un logement accessoire. Si vous avez 5000 m², vous allez pouvoir faire un logement accessoire. Madame Séchou, est-ce que je peux dire? Je crois là, que oui, on peut avoir deux bâtiments, mais il y a un pourcentage du terrain que vous pouvez mettre en bâtiment. C'est là que devient la limite. On ne peut pas avoir deux autres maisons sur le terrain. C'est un logement accessoire. C'est ça. Pourquoi il est accessoire? Il est accessoire à la résidence. Quel est le pourcentage par rapport à... Ça va être 100 m² ou 40% de la superficie du bâtiment principal. On va le voir plus tard. Oui. On va le voir plus tard. Ouais, mais je comprends sa question, parce que il faut que tu sois sur le terrain de la maison principale. Oui. Tu ne peux pas faire ça sur ton terrain en deuxième rangée. Non. Il faut que ça reste un accessoire à la maison. C'est comme autoriser un deuxième logement, mais un peu plus petit. Ça aussi, c'est une demande qui nous a été devenue de permettre pour des bâtiments accessoires, pas des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires, des conteneurs, des remorques ou des rouleaux transformés en remise, des remorques transformées en atelier, des conteneurs pour stocker le matériel qui traîne. Ça a été une demande. Ça va être autorisé. Il y a des conditions. Les conditions sont que le conteneur ne soit pas plus long que 7 pieds et qu'il soit revêtu d'un revêtement et d'un toit pareil que la maison. Le but étant que le conteneur est là d'un bâtiment qui appartient à la maison. Vous n'avez pas besoin de le coller au bâtiment, mais il faut que ça ressemble à un bâtiment. Un conteneur tout seul qui va rouiller dans le fin fond du champ, ça ne sera pas autorisé. Et la grandeur, c'est quoi? 7 pieds. 7 mètres. 7 mètres? Non, c'est pas. Excusez-moi. Ça décide. Ça mètre carré. Les vieux. Ça mètre carré ou? 7 mètres par De longueur. de longueur. Ouais, de longueur. Et la largeur? C'est toujours le même dans Ben, sont pas mal, c'est toujours les mêmes grandeurs. Je ne l'ai pas en tête, là, mais. Et c'est un conteneur. Et c'est un conteneur pour l'habitation. Mais si vous avez un commerce, vous avez droit à 2 conteneurs. C'est bon? J'ai dû passer, excuse-moi. Oui, excuse-moi, je ne sais plus où est-ce que j'en suis rendu. Quand je suis parti, ça c'est. Non. C'est l'erreur administrative. Ah, ben c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de l'habitation de logement accessoire, là, vous parliez de superficie, là. C'est ici là, que vous allez voir les normes applicables au logement accessoire. On avait ici, le règlement, c'était écrit jusqu'à 45 heures. On est venu préciser que c'est jusqu'à 100 mètres carrés, mais pas plus que 40% de la superficie de la résidence. Ça, pourquoi? C'est pour garder la proportion de accessoire versus principal. Puis, Mme Séchou, juste assez, ça va donner 5000 mètres au lieu de 8000 mètres.
Oui, exactement. Ça, le 8 000 mètres, on oublie ça. C'est 5 000 mètres maintenant. Oui, madame. Quand vous dites 40 de la superficie, ouais. On parle de la superficie qui est au sol. Oui. Okay. Oui. Et c'est un par terrain, vous voyez un peu là, les mêmes choses. On garde les distances réglementaires. Okay. Bon, mais c'est comme une habitation en plus petit. Alors, ici, on avait une norme qui était très difficilement applicable, c'est une erreur. Ce qu'on avait, c'est qu'on demandait pour une remise de marge de recul, là, le double d'une résidence. Alors, si la marge est de 10 mètres pour une résidence, là, pour la remise, il fallait la reculer à 20 mètres. Ça n'a pas de sens. Il y avait des terrains, ça ne marche pas. Alors, on est venu réduire ça à une norme qui était déjà là. Pour les terrains livrés, illégalement, les emmangements peuvent être implantés à 7 mètres et les remises pourraient être implantées à 7 mètres de l'alignement. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. La marge est de 8 mètres pour une maison? Non, 10 mètres. Ça dépend du mètre. Bon, il y a 8 mètres. Oui, dans le périmètre urbain, mais sur le reste du territoire, c'est 10 mètres. C'est ça. À l'extérieur de la période autorisée, ça c'est aussi quelque chose qu'on nous avait demandé. Les tempos en marge latérale et arrière vont pouvoir garder leur structure, mais enlever seulement la toile. Malheureusement, les tempos qui se retrouvent en marge avant, soit vous le déplacez en marge latérale et arrière, ou soit vous le démontez. Voilà. C'était aussi une disposition. Oui, excusez, ils sont tous inscrits dans le bas, là, les dispositions, si vous vous opposez à cette si vous avez des questionnements ou pas, en fait, de vous opposer, c'est de continuer le processus pour demander à ce que la population puisse voter. Ultimement, c'est ça, c'est pas vrai de dire qu'on s'oppose, c'est d'aller pour aller plus loin, c'est de dire au conseil, j'aimerais que tu consultes l'ensemble de la population. C'est ça. C'est plus que de l'opposition. Oui, ça c'est les impôts. Parfait. Alors, l'autorisation de ça, c'est un tout un nouvel article, il n'existe pas présentement. C'est pour favoriser le développement, pour que ça coûte un peu moins cher de développer. On va autoriser la possibilité d'utiliser des stationnements pour 2 unités, mais faire un stationnement dans le milieu, sur la ligne mitoyenne. Et les allées, vous allez voir l'autre article aussi. Alors, l'espace de stationnement pourra être partagé avec l'autre terrain, sauf quand c'est unifamilial. Alors, si c'est des multiplex, des bifamiliales, des trifamiliales, multifamiliales, ils vont pouvoir partager leur stationnement sur la ligne mitoyenne. Ça coûte un peu moins cher que de faire 2 stationnements. Voici les normes. On ne passera pas à travers, mais c'est des normes qui sont assez standards pour le partage de l'allée et des stationnements entre 2 unités. Madame Séchou, en plus, du coup, est-ce que c'est vrai de dire que aussi le fait que ça ne soit pas un stationnement et que les gens puissent utiliser seulement une petite partie, là, ça permet d'avoir sur le terrain plus de feuillage, d'espace vert, etc. De zones perméables, parce que c'est ça le but avec l'apport d'eau qu'on a avec les changements climatiques, c'est d'avoir des sols poreux pour absorber toute cette augmentation d'eau. Quand on imperméabilise, ben, c'est comme une autoroute à eau. Et souvent, on se retrouve à faire des bassins de sédimentation ou de faire des jardins d'eau pour compenser toute cette eau-là. En ayant ça, c'est un peu plus, il y a moins d'imperméabilisation du sol. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Je ne sais pas. Non? Oui? Une question. Oui? Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai, elle avait parlé de 10 mètres contre une maison, mais c'est 10 mètres à partir d'où? À partir de la ligne de terrain en avant.
De la rue, là? OK, de la rue. Oui, c'est 10 mètres. Là, on ne parle pas des lacs. Le lac, c'est quand même pas pareil. Mais là, on n'a pas parlé, là, c'était par rapport à la remise qu'on parlait, c'est la distance de la remise par rapport à la ligne avant. Donc, la ligne avant, c'est ce qui touche à la rue. OK. Parce que là, on demandait est-ce que la remise soit quasiment dans le milieu du terrain. Ça ne marche pas. Distance de bâtiment principal accessoire. Remplacement. Alors, voici tous les bâtiments construits avant le 17 décembre 2008, qui est la date de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement de la MRC, qui nous imposait le recul de 20 mètres quand vous vouliez construire sur des terrains riverains. Si vous avez des terrains riverains, si vous venez me dire j'ai besoin d'une remise, je peux-tu la construire? La limite du littoral, c'est 20 mètres le recul. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on dit tous les bâtiments qui ont été construits avant cette date-là vont pouvoir s'agrandir jusqu'à la rive. Alors, la rive, c'est 10 ou 15 mètres, dépendamment de votre pente de terrain, dépendamment de la qualité de votre sol. Alors, on sait que si c'est très pentu, on a besoin de plus de végétation. Si c'est plus bas, une rive de 10 mètres, c'est assez pour protéger le lac. C'est chaud, là, on s'adresse seulement pour les bâtiments accessoires. Oui, existants. J'ai bien dit existants avant le 17 décembre 2008. C'est d'abord. C'est ça. Les nouveaux bâtiments devront être à 20 mètres. Mais ceux qui sont là et ont été construits avant cette date-là pourront s'agrandir jusqu'à la rive. Y compris de si vous avez. Oui, non, y compris si vous avez une véranda à transformer en 4 saisons, ben, ça sera possible. C'est possible. C'est possible. Parce que si votre bâtiment est avant le 17 décembre 2008, vous allez pouvoir vous agrandir jusqu'à la rive. Naturellement, on va vous demander des certificats de localisation, on va vous demander des preuves, des plans, comme d'habitude, tout ça, mais vous allez pouvoir. Quand vous dites, là, est-ce qu'on peut détruire le bâtiment qui est là, depuis ce temps-là, qu'il va faire? Démolition de construction pour le moment. Mais non, pas pour le moment. Si vous le démolissez, votre bâtiment, il va falloir le mettre à 20 mètres. Parce que ça va devenir un nouveau bâtiment. Et si je garde bleu? Non, ça ne marche plus, ça. Ça marche plus, ça n'existe plus, ça. Malheureusement, c'est plus comme ça que ça marche. Il faut démolir un bâtiment pour les enfants, là, un bâtiment qui est bâti selon les anciennes normes, vous avez le droit de le rénover. Maintenant, au niveau de la MRC, ça a été adopté la semaine dernière. Vous allez pouvoir reconstruire, comme on dit, démolir pour reconstruire, mais à des conditions qui vont permettre de mieux respecter la règle. C'est un règlement qu'on va regarder, mais démolissez pas tout de suite. Ça veut dire qu'on peut démolir on pourrait démolir puis fermer comme notre balcon, c'est ça? Non, mais démolir, c'est démolir la maison complète, la restituer sous terre. En fait, donc, ce que le règlement va permettre à des gens qui ont des droits acquis avant cette date-là, de mieux restituer leur propriété sur le terrain pour mieux protéger l'environnement. Donc, au niveau des marques latérales qui est avant, il va pouvoir avoir des dérogations mineures là-dessus. Puis en même temps qu'il y ait des installations septiques qui vont être performantes. Et ça ne veut pas dire qu'on peut démolir vraiment le dedans, le mur, le démolir, pas le démolir, mais. Ça, c'est une rénovation, je pense. C'est une rénovation. Si vous changez un mur dans votre maison, ça, c'est une rénovation, c'est pas le cas. Mais on peut fermer le ventre. Oui. Avec des plans et une démonstration où est votre rive. Oui. Okay. C'est sûr qu'il y a des vous allez devoir aller voir un arpenteur géomètre pour vous faire un certificat de localisation pour nous démontrer où est la rive et où est le bâtiment. Parce que nous, on ne peut pas dire, OK, ben oui, tu peux t'agrandir à peu près ici. C'est un arpenteur qui va venir nous délimiter la rive. Donc, que ce soit pour les agrandissements résidentiels ou pour les constructions, un plan d'arpenteur sera requis. Oui. Oui. Même si vous Oui.
surtout le bord, surtout sur le bord de l'eau. Mais seulement que les bâtiments de moins de 2008. Ouais. Les nouveaux, il n'y a pas de loi. Non, parce que les nouveaux, lorsqu'ils ont été construits avec les gouvernements. Donc, en fait, compte, on vise à alléger les problèmes que vivent les gens qui ont des vieilles maisons. Il était en règle dans ce temps-là, mais à partir de 2008, les règles ont changé. C'est pour ça que dans ces gens-là. C'est ça. Dans la séquence précédente, vous avez marqué, cela permettrait d'agrandir le bâtiment existant avant le 17 décembre 2008 jusqu'à la rive de 10 ou 15 mètres. Oui. Donc, ça dépend de la pente de la rive. Comme je disais tantôt, oui, dépendamment de votre pente, de votre rive, oui. Mais anciennement, c'était combien? La rive a toujours été 10 ou 15 mètres. Ah oui? Oui, ça vient de la politique des rives et des littorales, ça a toujours été 10 ou 15 mètres. Au début, c'était plus bas. Ben, peut-être ici, avant la politique, mais quand la politique est rentrée en vigueur, c'est 10 ou 15 mètres pour la pente, là, pour la qualité du sol aussi. On comprend qu'on a besoin de plus de végétation pour ces pentes. Mais quand on dit que dans la bande de l'Ukraine, on a toujours parlé de 50 pieds, c'est pas le cas. Ben, peut-être que dans le temps, avant la politique, c'était ça à la Minerve. Il y a déjà eu 10 mètres, ensuite il y a eu 15 mètres. Mais après, dans les années 80, quand la politique est arrivée, là, c'est rentré les 10 ou 15 mètres. OK. Là, à nos questions, tantôt, vous disiez là, que si on a l'intention d'agrandir à la fois, dans mon cas, c'est un petit balcon, il va falloir avoir un certificat de localisation. Quand le certificat de localisation date de moins de 10 ans, est-ce que... Ça dépend si vous avez fait des changements sur votre terrain ou non. Si vous avez fait des changements sur votre bâtiment, si vous avez fait des changements sur votre terrain, les données que j'ai ne sont plus bonnes. Mais on en a fait, mais pas dans la bande des graines, on en a fait. Oui, mais disons que vous avez agrandi votre garage. Ça n'a pas rapport à la rive du tout. Disons que, je dis n'importe quoi. Disons que vous agrandissez votre garage. Et que sur votre certificat de localisation, votre garage serait, je ne sais pas, tant de mètres, mais que vous vous êtes rapproché de votre maison. Moi, je n'ai pas cette information-là. Tu comprends? J'en ai besoin de ça. Si vous avez fait du nivellement sur votre terrain, vous aviez, je ne sais pas, un fossé, vous aviez quelque chose, vous avez fait du nivellement. Moi, j'en ai besoin de le savoir, parce que j'ai des choses à regarder si vous êtes sécuritaire. Est-ce que c'est construit de façon sécuritaire? Est-ce que vous êtes chez vous, premièrement? Est-ce que c'est sécuritaire? Puis, est-ce que vous respectez les règles? Les règlements. Mais c'est parce que moi, dans mon cas, c'est 2 remises qui ont été installées à côté du chalet. Mais ils ne sont pas dans la bande du chalet. Oui, si vous voulez, là, moi, ça va me faire plaisir de vous recevoir, puis on regardera votre dossier. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. OK. Proximité du milieu hydrique. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, on a oublié la carte de zonage. Dans le périmètre d'urbanisation, si vous savez, c'est ici, c'est le centre de notre village. C'est ce qu'on appelle notre village. C'est le centre du village. Alors, ça part à peu près un peu plus haut que Belle-Mère, puis ça va jusqu'à quand on tourne pour aller au lac de Chapot. Ça, c'est le zone de périmètre d'urbanisation. Et il y a souvent des règles qui sont qui permettent plus d'identification. Après, il y a des règles spéciales pour cette zone-là, parce qu'on veut des commerces, on veut que les gens aient des logements, etc. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ici à la Minerve, on a quand même un périmètre d'urbanisation qui est un peu particulier par le fait qu'on a beaucoup de points d'eau. On a la rivière, on a les milieux humides, on a le lac de Château. On est venu dire que pour les habitations collectives, pas les unifamiliales, c'est vraiment les maisons, les habitations qui ont plus que, c'est de 4 à 6 logements. Ils vont devoir être implantés à plus que 100 mètres de la limite du littoral d'un lac. Ça, c'est pour protéger le lac Chapelot, la petite baie du lac Chapelot, pour ne pas mettre encore plus de pression sur ce lac-là. Alors voilà, ça concerne les gens qui vont développer. Là. Distance pour une construction accessoire, balcon avec une... Voilà. Alors voici l'agrandissement qu'on parlait tantôt, les constructions accessoires. Qu'est-ce qu'une construction accessoire? Balcon, galerie, clôture,
clôture, enseigne, escalier, piscine, tout ce qui est accessoire à la maison, c'est une construction accessoire, vont être permis jusqu'à 10 ou 15 mètres. Alors, si vous avez un balcon, vous allez pouvoir vous approcher de la rue. La véranda va pouvoir aller jusqu'à la rue. Maintenant, je vais vous faire on va passer les grilles, puis c'est très long. Oh, excusez-moi. Oui. Quand vous dites les 8 mètres, c'est votre travail d'une maison qui était bâtie en 2002. Oui. Bon, maintenant, dans l'étude, elle est vraiment vieille, puis elle est bâtie avant 2002. Oui. Mais la Lavette est tellement dans l'eau, elle est proche. Oui. Puis sur la Lavette, en l'achetant, ben, tu montres là, parce que ça prend moins. Ben, si vous êtes dans la rive, ben, vous ne pouvez pas agrandir bien plus. Non, vous êtes déjà dans. Non, mais pas agrandir. Mais la bâtie est pareille, parce que la démolie et la bâtie. Non, vous allez devoir si vous démolissez quelque chose, il va falloir aller au 20 mètres. Parce que c'est les normes actuelles maintenant, le 20 mètres. Oui, mais je ne comprends pas ce que vous dites tantôt, les mètres. Mettons, avant 2008, avant 2008, ça a été bâti là. Oui. Mais si le bâtiment est là depuis 2008, oui. Okay, il est encore bon, et que vous voulez l'agrandir jusqu'à la rive. Non, même pas. Je veux le bâtir. Démolition à la construction. Non, il faut vous replacer aux normes actuelles. Oui, mais là. Parce que vous perdez votre droit. Vous le démolissez. Oui, mais vous avez dit tantôt. Non, c'est pas ça. Non, si vous le démolissez, vous allez devoir vous reculer à 20 mètres. Si la rénovation et l'entretien, comme M. le maire dit, c'est autorisé. La rénovation en toi. Oui. Puis il va y avoir des nouvelles normes aussi pour les bâtiments qui sont on en a parlé, M. le maire en a parlé tantôt, là. Il va y avoir aussi les petits terrains pour les situations où les maisons sont petites dans la rue. La MRC est en train de travailler là-dessus. Elle a adopté un règlement qui va permettre de rénover ces maisons-là, puis de mettre des systèmes, et on va demander en contrepartie, par exemple, la revitalisation de la rive. On va demander un système septique plus performant qu'un puissant. Il y a des compensations parce qu'on est dans la rive, on touche à l'environnement. OK. Là, je vais passer vite, parce que c'est les grilles. Les grilles d'usage et normes nous donnent les normes dans chacune des zones. Si vous êtes dans la zone RT, vous avez le droit à ceci. Si vous êtes dans la zone U, vous avez le droit à ça. Oui. Oui. Ah, excusez-moi. Dans le périmètre urbain, dans le milieu du village, les projets intégrés vont pouvoir se développer avec des terrains de 5000 m² au lieu de 6000 m². Et avec un frontage. Les projets intégrés à l'extérieur du périmètre urbain. Ah, je me suis trompée de... C'est quoi ça? Excusez, ça a changé. Avec un frontage, là, je vais recommencer parce que je pense que la majorité des leçons vont mélanger. À l'extérieur du périmètre urbain, alors, en dehors du village, si vous voulez faire un projet intégré, vous allez pouvoir le faire avec des terrains de 5000 m² et un frontage de 55 m. C'est ça? C'est bon, c'est clair? Excusez. Oui? Bien sûr, on a un projet de bâtiment développé justement dans notre projet de réponse. Ouais. Puis 55 mètres, mettons, sur un allée véhiculaire, c'est quand même très grand, très large. Versus un frontage de lac. Pourquoi? Surtout, un chemin, à un moment donné, des fois, il y a des ronds-points, dépendant des projets. C'est difficile par rapport à un rond-point qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est quoi de faire un gros rond de 200 mètres, mettons, carré, de 200 mètres de circonférence pour pouvoir vraiment aller chercher chaque terrain. Comme vous le savez, le frontage de 55 mètres, je pense, est-ce qu'il est dans une courbe, vous le savez, il est réduit à moitié? Non, ça. Bon, ben je vous l'annonce. Non, mais s'il n'est pas dans une courbe. S'il n'est pas dans une courbe, ça va être un frontage de 55 mètres. D'après moi, qui est complètement nouvelle.
C'est nouveau en 2024, on avait établi, en fait, c'est les mêmes normes du règlement de lotissement. Donc, les lots privatifs devront respecter les mêmes normes qu'un projet conventionnel. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les projets intégrés se développent un peu comme des projets conventionnels. Donc, on se voulait d'avoir des lots privatifs qui ressemblent aussi à des projets conventionnels, tout en respectant l'environnement, les lacs. Mais je pense que le chemin utilisé dans la recherche aussi, sans être proche nécessairement d'un lac, mais sauf que la norme, on met 55 mètres à la ligne du village, ça devient dépendant, c'est sûr, de là, de les dire qu'on a un terrain qui est plus particulier par rapport à l'autre, mais ça vient que ça enlève beaucoup de latitude, surtout dans le cas qu'on parle d'un projet intégré, on ne parle pas d'un projet standard. En projet standard, on peut peut-être comprendre un peu plus, mais dans le cas d'un projet intégré, c'est beaucoup plus. Puis 50 mètres, c'est pas beaucoup non plus quand on pense sur la ligne de circulation. Le frontage sert à avoir une largeur constante pour ne pas se retrouver collé sur le voisin et avoir des aménagements qui sont il faut toujours. Exact. Il y a beaucoup de causes. Ce que je veux dire, c'est d'amener le 55 mètres dans la ligne populaire, de le mettre de manière obligatoire. Quand vous arrivez dans un rond-point, les ronds-points, vous avez dans partout. Oui, mais les ronds-points, comme je disais, il y a 55 mètres va être coupé en deux. Parce que dans une courbe, l'appontage est coupé en deux. C'est combien avant? 50 mètres. C'est 50 mètres, là, vous l'avez augmenté à 55. Oui. Et on a diminué la superficie des terrains. Avant 2024, les projets intégrés avaient une densité brute d'occupation. Donc, on avait à respecter la densité, donc un nombre, je me souviens plus, là, mais c'est un nombre de logements à l'hectare qu'on devait respecter. Donc, les lots privatifs pouvaient être plus petits pour permettre de mettre plus de maisons, par exemple, sur le bord des lacs. Donc, on a voulu protéger cette densité-là. Mais moi, je mets en note que vous trouvez que le 55 mètres de largeur des terrains est très grand. C'est trop rigoureux. Quand toujours sur les territoires qu'on possède, il y a des aménagements qu'on peut habituellement pouvoir faire. Pourrait être possible de faire sans pourrait être dans le nord, ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que dans le cas qui nous concerne, nous, en tout cas, je ne sais pas pour d'autres projets, mais nous, on arrive à une place que ça à cause d'une dérogation mineure. C'est plate à dire, mais un règlement, il faut couper quelque part. Puis quand ça dépense, on a quand même des outils pour pouvoir que vous fassiez vos projets. Si tout votre projet ne respecte pas les normes, là, c'est un peu plus difficile. Mais si c'est un ou deux frontages, on peut parler de dérogation mineure. Écoutez, c'est pour ça que je veux savoir s'il y avait la petite phrase en dessous. Non. Parce que je voulais que mais on prend des notes de vos commentaires ce soir. Puis les élus sont la majorité des élus est là ce soir, donc ils entendent le fait de normaliser le 5000 mètres, le 55 mètres de frontage, ça nous permet d'aller en dérogation, de recevoir des dérogations mineures, alors que si on met des normes qui visent à protéger l'environnement directement, si on avait mis face à un lac, c'est 65 mètres, et ailleurs, c'est 55 mètres, pas de dérogation. Et là, pas de dérogation mineure. Parce que là, ça nous donne, au niveau des élus, de pouvoir apprécier à la pièce chaque terrain, de dire oui ou non. Et c'est certain que si on est allé à 55 mètres au niveau du frontage, surtout au niveau des lacs, on a diminué la grandeur des terrains, la délégation va faire qu'elle soit mineure. En termes de superficie des terrains, non, mais du projet intégré, aviez-vous un commentaire? Écoutez, c'est sûr qu'avant, un projet intégré, c'était pas 5000 mètres non plus. C'est sûr que ça avait grandi par rapport à ce qu'on faisait avant au niveau du projet intégré. De toute façon, comme vous l'avez dit, c'est des logements à l'hectare. Il fallait qu'on respecte ça, puis c'est comme ça qu'on bâtissait à la base des plans.
est fait. Que ça change en milieu final, c'est plus difficile pour nous de savoir si c'est juste des chemins construits, des trucs à gauche, à droite. De fait, il faut comme sortir le bord parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui est embarquée. Mais non, vous pourriez respecter votre projet tel qu'il est déposé aussi. C'est à votre choix. Oui, je comprends son problème, parce que moi, je ne suis pas dans un projet intégré, c'est un projet conventionnel. Mais c'était à 6 000 mètres. Déjà, il y a une amélioration à 5 000 mètres. Ça, 25%. La façade au lac, elle augmente de 15 mètres. Tu fais des terrains, mais quand tu fais un chemin, comme moi, mon cas, le chemin, il est à 60 mètres du lac. Bon, fait que j'avais des lots là, pour 60 mètres du lac à 6 000 mètres carrés ou à 5 000 mètres carrés, mais là, il faut que je vende là, 185 pieds sur le lac, puis sur le chemin. Fait que quand tu fais un chemin de 185 pieds au prix que ça coûte, ben, faut t'en tenir compte, là. Tu sais, t'as 2 poteaux électriques, l'excavation, puis tout, puis quand tu reviens, ben, tu as enlevé 90 pour une pièce. C'est sûr que les investisseurs qui font un projet, ça rapporte à la municipalité, mais de là à. Moi, je suis bien à l'aise de 4 000 mètres, puisque même 55 mètres au lac, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est surtout sur la superficie. À 4 000 mètres, tu te ramasses à 200 pieds sur le lac, 200 pieds au chemin. Mais à 275 pieds sur le lac pour avoir un 5 000 mètres, là, tu manques ton terrain. Mais s'il y a des dérogations là-dessus, ben là, c'est 55 mètres de frontage, c'est sur le chemin. C'est une largeur de l'eau. Donc, imaginez votre terrain rectangulaire. Mais ton millimètre de profondeur, c'est 60. Il peut être 200 sur le lac, puis il peut être 165 en arrière. C'est que le minimum est de 55 mètres de largeur. Donc, nécessairement, au lac aussi, ça devra être 55 mètres. Et au chemin. 55 mètres sur le chemin, pas sur la rive. C'est une largeur du lot. Donc, oui, ça va être aussi sur la rive. C'est un minimum. C'est un minimum. Ça commence à faire. Oui. Moi, je veux savoir, à partir de quel critère est-ce qu'un projet d'habitation. Le 55 mètres n'a jamais été respecté par le gouvernement sur la rive. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tous les terrains qui ont été donnés par le gouvernement, il y en a qui sont en point total. Peut-être qu'à l'époque, là, effectivement, les normes ont changé avec le temps. Ouais. Il y a pas quelques terrains qui sont arrangés comme ça. Ah, ben ça, on appelle ça les nouveaux projets intégrés, monsieur. Oui, mais c'est ça, si les terrains sont déjà existants comme ça. Si les terrains sont déjà cadastrés. Vous êtes correct. Vous êtes le lotissement a déjà été fait. Vous êtes correct. Donc, c'est minimum 55 en agriculteur, minimum. Pour ça, il va être c'est ça. Minimum. C'est ça. Oui. Moi, je veux savoir à partir de quel critère est-ce qu'un projet d'habitation est considéré intégré. J'ai en tête, par exemple, des projets multigénérationnels ou. C'est pas un projet intégré. Un projet intégré, c'est un projet de développement de plusieurs terrains. Et la différence entre un projet conventionnel où il y a des terrains, puis chacun a son entrée, puis chacun a sa maison, tout ça. Un projet intégré va mettre en commun les allées véhiculaires, par exemple. Une piscine commune. Et pour le développeur, c'est des coûts un peu moindres pour le même nombre de maisons. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins une partie commune. Oui, exact. Alors, l'allée de circulation, ce ne sera pas un chemin qui va être devant chacune des maisons, ça va être une allée de circulation qui va peut-être faire le tour du projet. Okay. Vous allez avoir un bâtiment peut-être pour les loisirs. Vous allez avoir, vous comprenez un peu c'est un peu le principe d'un condo en résidence. Au lieu d'être collé, vous allez avoir votre maison, mais il y a des espaces communs à tous les copropriétaires. Sauf que là, ça approche du conventionnel. Non, mais c'est des maisons, c'est des terrains quand même de 5 000 m². Vous n'êtes pas collé sur votre voisin, là, même si vous êtes dans un projet intégré. Là. Ce que vous partagez, c'est de l'allée
la piscine, les trucs en commun, mais votre terrain, il y a 5000 mètres carrés, là, vous êtes en fait chez vous. C'est pas du camping. Oui, c'est un peu beau. C'est un peu cher pour une camping. Bon. Si vous êtes au circuit soleil, On va passer à l'autre diapositive, peut-être. Alors, on parlait des projets intégrés. Je vous ai un peu expliqué le principe des projets intégrés avec la mise en commun des allées ou des monts. Dans le règlement, présentement, tel qu'il est, un projet intégré, s'ils veulent un quai, c'est pas un quai commun. Alors, imaginez ça, des terrains de 5000 mètres carrés et on a un quai pour toute la gang. Ou une piscine en commun pour toute la gang. On comprend que ça ne fonctionne pas. Alors, on est venu supprimer ces deux choses-là. Ça veut dire que les projets intégrés à la minière vont pouvoir avoir, chacun des terrains vont pouvoir avoir leur quai. Au lieu d'avoir un gros quai commun, là, ils vont pouvoir avoir leur quai personnel. Ils vont pouvoir avoir leur piscine et non avoir une piscine communautaire. Alors c'est ça, en gros. Ici, je vais passer, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je vais passer rapidement parce que c'est... Oh, pardon, excusez-moi. Oui? C'est la position qui soit sur le frontal du lac. Non. Non? Il n'y a pas de condition. S'il est en deuxième bande. Il n'y a pas de condition non plus. Non, il ne peut pas avoir un quai. Il ne peut pas avoir un quai. Ben oui, mais c'est pas ça. Il va y avoir un quai commun. Non, mais on comprend que si vous avez un quai, vous êtes riverain. Oui, ok. C'est bon. Excusez. Alors, je vais passer très vite là, les grilles d'usage énormes. On va toutes les superficies minimales pour construire vont tomber à 5000 mètres carrés. Avant, c'était du 6000. On va tout baisser à 5000. Là, je les ai mis là, par... il y a d'autres types de conditions qui vont être enlevées, mais c'est pour, en gros, revenir à du 5000 mètres carrés. Y compris les 8000 mètres au lac Château? Non, on est en reviendrait, monsieur le Chien. Il n'y a pas eu un temps où c'était 4000 mètres carrés. Oui. C'est passé de 4000 à 6000 mètres carrés. Et là, ça descend 5000 mètres carrés. Oui. Et pourquoi on demande des terrains un peu plus grands? Parce que dans la durée d'une vie d'une maison, vous allez avoir besoin de 2 fois un système septique. OK. Ouais, mais. Avec les systèmes. 4000 mètres carrés, là, t'en fais 4 fosses septiques, là. Oui, mais il y a pas de côté de la fosse septique, là-dessus, moi, là, j'en fais pas. Mais c'est deux choses. 4000 mètres, c'est des progrès. Mais nous. On le note. On l'a noté que vous avez un 4000 mètres carrés, monsieur. On y va? Alors, c'est la même chose pour les zones foresteries, le RCI, la même chose. Vous pouvez le lire, vous l'avez dans les choses, mais on revient à du 5000 mètres carrés. Donc, je pense qu'on peut... ça, c'est la deuxième, ART 10 et ART 11. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, au lac Chapelot, en deuxième rangée, si vous voulez construire, on demandait du 8000 mètres carrés. Pourquoi le 8000 mètres carrés? Parce que les terrains sont comme ça. Et on s'est rendu compte qu'avec les allées d'accès, on ne pouvait pas faire des zigzags, on ne pouvait pas faire des lignes droites parce que les terrains étaient trop serrés. Et on voulait baisser aussi la densité sur le lac, la pression anthropique. Ces dispositions-là vont être enlevées. Alors, il n'y a plus de deuxième rangée, il n'y a plus de zone particulière pour les zones, les terrains en deuxième rangée. C'est 5000 mètres? C'est 5000 mètres. Ils vont tout appâter la 8000, tu sais. Ah ouais, c'est déjà bon. C'est bon? Ok, on y va. Ça, on est rendu. Pour les habitations, dans les zones du village, du périmètre urbain,
Les habitations multifamiliales vont pouvoir être jumelées. Ça, c'était pas autorisé dans le règlement. Alors, ils vont pouvoir se mettre sur la ligne de terrain et avoir un mur mitoyen. Ça aussi, c'est une économie pour les développeurs. Ici, on vient corriger une petite coquille. On aurait dû lire 10 logements à l'hectare, mais non 15 logements à l'hectare. Et on vient rajouter le jumelé, qui n'était pas autorisé. Voilà. Ici, je vous fais un petit résumé de tous les changements. Alors, les terrains à l'extérieur du périmètre urbain devront avoir un minimum de 5 000 m². Les logements accessoires sur des terrains de 5 000 m² au lieu de 8 000 m², de 6 000 m². Les conteneurs sont permis comme bâtiments accessoires avec un revêtement. Les structures de tempo pourront rester là si vous êtes en marge latérale ou arrière. Le partage des espaces de stationnement et les allées de circulation dans les multiplexes. Les multiplex permis à 100 mètres de la château. L'agrandissement résidentiel et construction jusqu'à la rive. Et pour l'usage, habitation multifamiliale, l'implantation en jumelé est autorisée. Bon. Avez-vous des questions? En résumé, la seule norme qui a augmenté, c'est le pontage au lac, 55 mètres. Pour le restant, une diminution de toutes les restrictions. Je vous ai parlé tantôt de 4 000 m². Ce fut un temps aussi où le 4 000 m² nécessitait le fait d'avoir une résidence secondaire, une résidence principale, avec 200 000 pieds carrés. Oui, c'est ça, 200 000. Vous vous souvenez de ça, de cette époque-là? 20 000 pieds carrés. Non. 200 000. Ah, c'est très grand. C'est fou. C'est fou. Oui, c'est combien? c'est effrayant, la grandeur. Ah oui, c'est épouvantable. 2000 mètres, presque 2000 mètres, Aujourd'hui, la superficie minimale, c'est quoi? 625. Non. Pour une résidence. 625 pieds carrés. En résidence principale minimum, 625 pieds carrés. C'est 67 m² qui est équivalent à 24 par 30. Ça, c'est 721 pieds carrés. Donc, en mètre carré, c'est? 67. 67 m². Ah, OK. Pour les terrains en deuxième ligne, est-ce qu'il y a un minimum de mètres de frontage? À 55. Comme les terrains au bord de l'eau? Oui. C'est plus 75. C'est plus 75. C'est plus 75. Ah, en deuxième rangée du À 2000 mètres, lac 75 Château. mètres. Oui. Donc, maintenant, on passe au règlement de lotissement. Donc, on en a parlé, là, je ne reviendrai pas là-dessus. On est à le règlement de lotissement mentionne les lots à l'extérieur du périmètre secteur riverain de 5 000 m² et 55 mètres de frontage ou de largeur. Concernant les permis et certificats, donc ici on est venu mettre les permis de construction valides pour une période de 12 mois qui était la norme et un renouvellement pour une période de 12 mois. Avant, on avait des renouvellements valides pour 6 mois, puis on se rend compte que c'est pas très pratique dans notre... il y a beaucoup d'autoconstruction, les gens nous demandent souvent des renouvellements de permis, donc on est venu extensionner à 12 mois. Voilà. C'est juste après 24 mois pour soumettre une demande. Oui, c'est ça. Après 24 mois, on recommence tout le processus. Donc, on se doit de déposer une demande de permis, puis l'analyste doit refaire toute l'analyse. Concernant les permis et certificats maintenant pour la location pour séjour. Donc, la location pour séjour, on est venu augmenter, c'est des permis qui sont émis annuellement, donc qui étaient au coût de 300 $. On est venu l'augmenter au coût de 400 $ et le renouvellement du permis se fera aux 2 ans. Donc, aux 2 ans, les gens qui ont des locations pour séjour doivent refaire la demande de permis. Jusqu'à cette année, on faisait les renouvellements annuellement, puis c'est
énormément de travail administratif parce qu'on se doit de revalider toutes les informations, le nombre de chambres à coucher, le site Internet et tout pour que la personne respecte notre réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on est venu mettre ça aux 2 ans. Ensuite de ça, on est venu aussi ajouter des documents complémentaires pour certaines... C'est le nouvel usage. Le nouvel usage, oui. Donc, l'usage de location d'équipements récréatifs. Donc, ce qu'on est venu ajouter au règlement de permis et certificats, c'est si une personne veut faire un service de location d'équipements récréatifs, on voit tous les documents supplémentaires à remettre pour la demande de permis. Ensuite, augmentation pour une coupe forestière. Donc, encore une fois, permis de coupe forestière, d'usage d'exploitation forestière, les gens venaient nous voir à chaque année, donc c'est beaucoup de paperasse administrative. On a habituellement des plans d'ingénieurs forestiers qui sont déposés au dossier avec des échéances annuelles. Donc, on est venu mettre ça sur une période de 2 ans pour faciliter pour alléger le travail administratif et faciliter le citoyen. Et maintenant... c'est le certificat. En fait, c'est la même chose. Tantôt, on parlait du permis de construction. Maintenant, on vient au certificat d'autorisation. Donc, c'est encore là une période de 12 mois, puis un renouvellement aussi de 12 mois. Si votre balcon n'est pas terminé, vous pourriez refaire un renouvellement pour une période de 12 mois. Question? Si le permis est déjà en cours, est-ce qu'il serait automatique ou ça va commencer à partir de 2004? C'est en vigueur en ce moment. Pour le renouvellement, c'est une bonne question, on se contactera, là, mais oui, ça pourrait, on pourrait pas le... Oui, c'est ça. C'est bon pour ça? Donc maintenant, on a, là, je vais vous présenter 3 règlements. Le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, qui est un tout nouveau règlement. Le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme, ça c'est un règlement qui était déjà existant, qu'on est venu bonifier, rafraîchir un peu parce que c'est un règlement qui date de 2013. Et les règlements sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ça, c'est un nouveau règlement dont la municipalité se dote et c'est un outil là, très intéressant pour des projets particuliers sur notre territoire. Alors, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, c'est un règlement. En fait, ça fait plusieurs années que les municipalités peuvent adopter ce règlement-là. Et le gouvernement du Québec oblige les municipalités au 1er avril 2026 à adopter ce règlement-là pour des bâtiments à forte valeur patrimoniale ou les bâtiments qui sont identifiés comme bâtiments patrimoniaux. Donc, dorénavant, les municipalités qui ont des bâtiments patrimoniaux à forte valeur doivent veiller à l'entretien du bâtiment. Donc, on ne peut plus laisser dépérir le bâtiment. Donc, nous avons adopté ce règlement et on est venu ajouter les bâtiments principaux et les bâtiments secondaires. Donc, les bâtiments qui sont en état de décrépitude avancée, que ce soit sur des terrains, sur des bâtiments qui sont non habités ou habités. La municipalité s'est dotée d'un règlement pour qu'on puisse poser des actions pour éviter la détérioration, éviter aussi le risque pour la santé et la sécurité des personnes. C'est vraiment pour assurer des conditions minimales pour le bâtiment. Donc ici, la MRC a été chercher, a travaillé avec une firme et puis elle est venue identifier certains de nos bâtiments sur le territoire de la Minerve. Donc on
ces bâtiments-là sont classés à forte valeur patrimoniale. Donc, on vous les présente aujourd'hui. Le conseil pourrait rajouter des bâtiments. Ah oui. S'il y a des bâtiments qui ont une certaine valeur, le conseil pourrait décider d'ajouter des bâtiments. Exactement. Donc, voilà pour le premier règlement. Ensuite de ça, nous avons le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est un règlement qui date à la municipalité depuis plusieurs années. C'est un comité qui est officiel. Donc, toutes les demandes de dérogation mineure, de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les demandes particulières du conseil aussi qui nous dit donc, le conseil pourrait se questionner sur une question en environnement, par exemple. Il peut se tourner vers ce comité-là et demander qu'il se penche sur un objet particulier. Donc, le comité ne prend pas de décision, mais vraiment donne des recommandations au conseil. Donc, ça remplace l'ancien règlement de 2013, comme je disais tout à l'heure, et ça contribue à une planification harmonieuse qui respecte les règlements et de l'intérêt du public. Pour pouvoir traiter les dérogations mineures, ça prend absolument un comité de consultation en environnement. Ça sonne là. Effectivement. Donc, toute urbanisme. demande de dérogation mineure, le processus est que les gens déposent une demande, elle est acheminée au service d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme se penche sur la demande et fait une recommandation au conseil. Ensuite de ça, cette recommandation-là est transmise au conseil et ce dernier va accepter ou refuser par résolution la demande de dérogation mineure du citoyen. Donc, qui siège? On a 5 membres, 2 élus, 3 citoyens. Les mandats sont d'une durée de 2 ans qui sont renouvelables. Les réunions se font habituellement une fois par mois et à huis clos. Donc, voilà pour ça. Donc, on est venu vraiment remplacer le règlement. Il y a quand même plus que 5 membres. Parce que vous êtes là, vous? Moi, je ne suis pas, je suis secrétaire. OK. Et je n'ai pas de pouvoir de recommandation ni décisionnel. Donc, je suis la porteuse de dossier. Donc, c'est moi qui va apporter le dossier, qui va expliquer le dossier au comité. Et eux débattent ensemble à huis clos. Moi, je fais un procès verbal que je transmets au conseil. Les autres conseillères ne sont pas là non plus? Nous avons 2 conseillères sur le comité. 2 élus municipaux. Oui. Mais Mme Séchaud et Isabelle Lalonde. Non, elles ne sont pas là, mais elles participent, elles peuvent participer au comité. Oui. OK. Puis il y a aussi souvent un membre de la direction générale. Soit moi ou les 3 citoyens, les autres sont comment est-ce qu'ils sont occupés pour aller là? Les 3 citoyens, en fait, quand on a des postes ouverts ou des démissions, on va faire appel souvent dans le bulletin municipal. Donc, la dernière personne qui est rentrée, là, les gens nous envoyaient leur CV un peu, oui, c'est ça. Puis après, le choix est fait, c'est le conseil qui décide. Et puis, les mandats sont renouvelables. C'est pas du bénévolat, là? Non, les gens sont payés. Oui. Ben, c'est pas loin du bénévolat. Oui, c'est significatif. C'est pas loin du bénévolat, mais ces gens-là, ils ont l'obligation de suivre. Mais avec le piéçance aujourd'hui. Et effectivement, comme M. le maire le disait, là, ça fait 2 ans, là, les nouveaux membres se doivent de suivre une formation sur le CCU, l'intégrité, valeur, confidentialité. Donc, ils sont élus combien de temps? 2 ans. Renouvelable, oui. Maintenant, on
donc au dernier règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, Sandrine, elle avait une bonne image tantôt quand on révisait le document. Elle disait c'est comme si c'est des projets que la municipalité, on ne peut pas tout prévoir dans le règlement. On ne peut pas non plus prévoir c'est quoi l'avenir. Donc, des projets d'envergure, structurants, intéressants, environnementalement, économiquement pour la MRC, qui ne sont pas permis en ce moment dans le règlement de zonage, pourraient faire l'objet, donc le demandeur pourrait venir dire, ben moi j'ai un projet intéressant pour la municipalité, voici ce que j'ai à proposer. Donc si ça correspond au plan d'urbanisme, donc notre plan d'urbanisme doit toujours être respecté, et si ça respecte le schéma d'aménagement, le conseil peut se pencher sur le dossier, puis adopter ou avec condition, c'est comme une dérogation mineure, et va venir décrire, autoriser ou refuser le projet. Donc, disons on autorise le projet avec certaines conditions. Voilà. Ce qu'on appelle PCMOA, c'est un projet à la pièce, puis chaque projet fait l'objet d'un processus référendaire. Oui. Donc, les types de projets qui sont autorisés dans ce règlement-là. Donc, le conseil a vraiment voulu venir cibler plus les projets d'envergure, que ce soit les projets avec 5 lots et plus, que ce soit les projets qui comportent une rue, les projets intégrés d'habitation, les projets à vocation commerciale, industrielle, publique ou agricole. Mais dans le règlement, on mentionne notamment qu'on ne peut pas déroger aux contributions des feux de parc et d'espaces verts et les règles sur la location pour séjour. Donc, si j'ai un projet de location pour séjour qui est déposé, la personne, elle, ne pourrait pas passer par ce processus-là. Donc, un exemple qu'on disait aussi tantôt, admettons, moi j'ai une maison, je veux faire un bed and breakfast, c'est pas permis dans la zone, je viens voir le conseil, c'est à vocation commerciale. Le conseil me dit, c'est intéressant comme projet, ça respecte le plan d'urbanisme, le schéma d'aménagement, ok, on va y aller, mais je veux que tu mettes une headset, je veux que tu mettes une véranda fermée, je veux que tu mettes des arbres en cours latéral, puis que les terrasses en arrière sont interdites. Donc, ils vont le décrire sur la résolution. Et le citoyen va avoir écho de ce processus-là par des projets de résolution. Donc, le conseil devra faire des consultations publiques, déposer un premier projet de résolution, faire la consultation publique et l'adoption de la résolution si les personnes ne veulent pas aller en processus référendaire. Et je voulais ajouter autre chose. Il va y avoir un avis. Oui, c'est ça, l'affichage, merci. L'affichage, il va y avoir aussi un affichage obligatoire qui va être sur le terrain en disant qu'il y a un projet actuellement en cours qui va être mis sur le terrain pour avertir le voisinage. Donc, on parle de 1 500 $. Ça va devoir aussi passer par le comité consultatif d'urbanisme. Et si le projet n'est pas débuté à l'intérieur des 24 prochains mois, il faut recommencer. C'est ce que je vous ai dit là, par rapport au processus d'adoption, j'en ai parlé. Et aussi, en plus de tout ça, la MRC aussi nous regarde comme un bon père de famille à savoir est-ce que tout est respecté et ça respecte le schéma d'aménagement. Donc, oui, c'est un très bel outil, mais il y a toujours un processus que les citoyens vont toujours être consultés. C'est comme un mini-règlement de zonage. Ouais.
vous êtes consulté comme au règlement de zonage, c'est prévu que la population est consultée. C'est la même chose. Si un projet avec ce PPC-moi, vous allez être consulté. Et on a fini. J'aurais une question. Oui. Une demande de dérogation mineure pour combien aujourd'hui? 300 $. C'est 300 $. Je reviens à mon balcon. Oui. Je vais voir un arpentage urbain, dont Isabelle Labelle, qui est à Labelle. Sur la rue Labelle. Et je vais demander uniquement le fait d'avoir un certificat de localisation, et non pas un plan d'arpentage. C'est un certificat de localisation. Si vous avez à agrandir, oui. Si vous avez à agrandir votre balcon, vous allez lui demander un plan d'implantation. Un plan d'implantation. Un plan d'implantation, OK. Et elle va me dire, elle, si je suis en droit de faire une demande de dérogation mineure ou pas. C'est exact, parce qu'elle ne pourra pas vous autoriser. Le plan d'implantation va être invalide. Elle sait tout à fait les normes. Ouais. Elle connaît tout à fait les normes, oui. Oui, oui, oui. Fait qu'elle va me dire si je suis en droit d'adresser à la municipalité une demande de dérogation mineure ou pas. Oui. Parce que si on adresse une demande de dérogation mineure, puis cette demande-là est refusée, je fais 300. Mais en fait, vous n'aurez pas, là, excusez-moi, là, mais vous n'avez même pas à demander une dérogation mineure parce que c'est permis auprès de dérèglement. Donc là, simplement permis. C'est permis. Vous n'aurez pas besoin de passer par dérogation mineure. Vous respectez le 10 mètres. Ben oui. OK, c'est ça. On n'est pas à Vous allez déposer un plan d'implantation. Oui. Un plan d'implantation de l'arpentage. Oui. Là, il faut comprendre aussi que là, nous sommes on chevauche 2 règlements. Oui. Donc, tant et aussi longtemps que le règlement ne sera pas approuvé par la MRC, nous allons appliquer la règle la plus sévère des deux. OK, je comprends. Mais vous autres, vous allez l'approuver en mai 2026? Juin, juillet, là, parce que là, on est en 2e projet au mois de mai. Okay. Après, on va aller adopter le règlement final. Il faut aussi aller voir le conseil des maires. Mais là, dans notre calendrier, ça donnerait à peu près au mois de juin, juillet. Okay. Juillet, je pense pas qu'il y a le conseil des maires. Hein? Oui, il y a un conseil des maires. Excusez-moi, je veux savoir, moi, si je veux juste fermer le balcon et non d'agrandir rien, je veux juste fermer, je n'ai pas besoin d'aller demander. Oui, vous allez avoir besoin d'un certificat de localisation. D'implantation. D'implantation, tout dépendant de. Mais vous allez avoir besoin d'un certificat de localisation. Parce que la dalle est au sol, puis ce que vous voulez, c'est fermer votre. Oui, exactement. Donc, c'est très important d'avoir un certificat d'implantation. Ou de localisation. Si ça dérangeait, c'est existant. J'ai ma salle de ciment qui est déjà là. Vraiment, je suis montée, ma salle de ciment est. Je ne prends pas juste un permis qu'on met en plus. Puis je suis ouverte. Et dans le permis de construire de rénovation, on va vous demander des plans. On va vous demander, quand vous allez déposer votre demande de permis pour fermer votre galerie, c'est une galerie que vous avez, pour fermer votre galerie, on va vous demander des plans. Parce que j'ai déjà la galerie en haut, j'ai ma salle de ciment en haut, fait que c'est juste de fermer le bas. C'est juste pour la coupe. C'est ça, il va y avoir un plan d'implantation pour situer votre bâtiment par rapport à la rive, c'est important. Mais c'est pas juste la rénovation. Je ne peux pas demander juste rénovation, parce que si je ferme ça, je pourrais demander juste ça, non? Non, mais on revient à la notion de la rive. OK? On revient à la notion de la rive. La rive, là, on ne peut pas émettre aucun permis dans la rive. Donc, nous, il faut qu'on s'assure, il est où le bâtiment? Est-ce qu'il est dans la rive ou est-ce qu'il est à l'extérieur de la rive? Donc, s'il est à l'intérieur de la rive, on ne pourra pas vous émettre de permis. Oui, mais là, ils disent que c'est moins grand en ce moment. C'est ça. Mais vous allez avoir besoin du plan d'implantation pour que je puisse savoir si vous êtes dans la rive. Il est certifié si la bâtisse c'est moins de 2008. Oui, j'ai eu un permis de construction pour monter mon chalet et ma salle de ciment en bas. Oui, j'ai dit ça. Si ce permis de construction-là est déjà existant, il est plus valide après 12 mois. Je ne sais pas à quelle année vous l'avez eu, votre permis. La question, c'est pas important, la question d'invalidation ou pas. La question,
c'est qu'elle a eu le permis de bâtir déjà, elle n'a plus besoin de faire d'implantation. Mais là, c'est vraiment, tu sais, au cas par cas, je vais vous inviter à venir nous rencontrer, peut-être pour libérer les autres personnes. C'est mieux de passer à la ville. Ça fait la lutte pour un jour qui est déjà existant, demander un plan d'implantation. Parce que c'est pas tous les bâtiments qui ont reçu un permis qui ont été construits tels que prévu au permis. Il y a bien des bâtiments qui reçoivent un permis. La personne fait son travail, puis après, elle fait des rénovations ou elle fait des agrandissements parce qu'elle pense que c'est juste une autre galerie ou c'est juste. Puis nous, on n'a pas l'information, là, 5 ans plus tard. Nous, on doit, à chaque fois que vous demandez un permis, c'est des droits qu'on vous donne, alors je dois vérifier. Ils sont venus chez nous vérifier, j'ai eu ça en 2006, fait qu'ils ont venu vérifier tout quand on a tout monté. Mais je ne mets pas en doute, mais de manière, on en discutera. Je vous invite à venir me voir. Mais peu importe, ça prend une certification professionnelle à jour pour s'assurer qu'on respecte. Donc, peu importe, dès qu'il y a des modifications qui se doivent, puis c'est pas juste à la Venelle, c'est partout dans les autres municipalités, lorsqu'on refait un nouvel aménagement, ça reprend le certificat de localisation. C'est une norme. C'est parce que M. dit, ça a été accepté avec le plan. On ne dit pas que c'est pas accepté, on veut juste avoir une nouvelle photo de votre terrain pour s'assurer qu'on respecte les normes. C'est ça, le certificat de localisation. C'est une photo de votre terrain pour nous permettre de bien analyser l'ensemble du bâtiment et du terrain, puis ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire en zone privée. Et pour faire d'erreurs non plus. Exact. Ça coûte cher, les erreurs. Je sais que ça coûte des sous, mais c'est une photo qu'on a besoin, la plus récente. Un peu comme un passeport, on est la même personne, mais au bout de 10 ans, on change la photo. Mais c'est ça. C'est un peu le même principe. Le certificat de localisation, c'est une photo de votre terrain, de vos bâtiments qui ont été construits, déconstruits, peu importe. Puis le plus récent, puis c'est ça qu'on a besoin. Je vais juste dire, moi, excusez. Parce que vous annoncez, les réunions extraordinaires, les consultations dans le journal. Est-ce que c'est possible de les mettre sur Facebook? Je pense qu'ils sont tous enseignés. Je pourrais les faire la vérification. Non, mais Facebook, pas le... nous, on s'occupe juste du Facebook. Après, c'est les citoyens qui repartent pour l'autre Facebook. OK. Là, je vais questionner pourquoi. OK. Là, je viens de comprendre pourquoi. Monsieur? Oui, je veux savoir quel était le rationnel pour justifier la même largeur de 55 mètres pour un terrain en deuxième ligne comme un terrain en première ligne sur le bord de l'eau. Pourquoi la même largeur? Pourquoi ça ne pourrait pas être plus étroit? Minimum. Un peu de piste, puis mais ça pourrait l'être. C'est un choix qui a été fait pour uniformiser les. Donc, là, on pourrait faire une demande de dérogation. Oui. On parle de la façade. Son terrain est existant à demander. Ah, ben, vous êtes possiblement sous acquis. Un droit acquis. Si le terrain a été loti avant l'entrée en vigueur du règlement. Si on veut subdiviser le terrain. Si on veut subdiviser le terrain, vous allez devoir respecter 55 mètres. À moins d'avoir une dérogation mineure. Exact. OK. Je me disais qu'en deuxième ligne, ça n'a pas la même prérogative que le bord de l'eau. Surtout si on a encore plus que 5 pieds carrés par terre. En tout cas, je soumets ça à votre réflexion parce que ça peut peut-être être compensé par une augmentation du nombre de mètres carrés de la superficie du terrain si la façade n'a pas 55 mètres. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ce soir? Oui. Le prochain terrain, ça prend un minimum pour me porter 55 000 mètres carrés. 5 000 mètres carrés. À moins qu'il soit déjà cadastré. Ouais. Mettons qu'il y a 5 000 mètres carrés, mais qu'il y a une bande latérale, il y a la bande graine, il y a la bande en arrière de chemin, puis il y a plein de milieux humides. Donc, j'ai pu assez grand pour me porter. Donc, sur le terrain-là, ça devient pas ça.
Oui, ça se peut. Est-ce qu'il y aurait moyen à ce moment-là de mettre dans le règlement, de dire, tous les gens qui veulent vendre le terrain, il faut qu'il soit 5000 m², bas de sable, excluant tous les milieux humides, parce que sinon, ce qui arrive, c'est que les gens achètent ça, puis soit qu'ils ne peuvent pas bâtir, soit que ça s'en va automatiquement de l'érogation du Nord, c'est un paquet de gros, c'est un paquet de... Mais avant d'acheter, venez nous consulter. Je vous mais... invite à venir nous consulter. Parce que ça en va des terrains comme ça, en ce moment, à la lumière, ils sont pas... Mais c'est pas des règlements d'urbanisme, ça. Si ça se met dans le règlement de dire un terrain doit avoir 5000 m² de pas de sable, ça veut dire que ça exclut tout. Mais il y a quand même une vérification qui est faite en amont lorsqu'il y a des permis de lotissement qui sont émis. Nous, au service, on regarde les milieux humides, les cours d'eau, puis c'est sûr qu'on va lève le flag. Oui, mais ça se fait dans le règlement, donc, à ce moment-là. Oui, non, ça vient pas en ce moment. C'est de l'application quand même. C'est beaucoup de conditions de mission. Ça rentre même pas dans les. C'est même pas un règlement d'urbanisme, ça. On parle de droit immobilier. Pour répondre à ta question, Pierre, le débat présentement, il est au niveau de la MRC. Le gouvernement, il y a eu des normes concernant tout ce qui est fait, les zones humides, les lacs, les rivières, etc. Bon, c'est évidemment sur le. Comment est-ce que vous avez fait ce règlement-là? Mais tu peux avoir 5000 mètres des milieux humides. Le règlement ANIM, En fin de compte, ce que le gouvernement va faire, c'est dire ce que vous pouvez faire près d'une zone humide, au lieu de dire ce que vous ne pouvez pas faire. Ça va être de plus facile. Puis, il faut avoir un terrain de 100 000 m² qui est juste une zone humide, puis vous ne pouvez pas rien faire avec pas votre sable. C'est ça. À ce moment-là, les plans qui vont venir du gouvernement, ils sont tous en train de cartographier le Québec à l'ensemble. Au niveau de la MRC, c'est avancé. Puis sur le plan, ça va être indiqué si c'est humide pour les lacs ou puis ce que vous allez pouvoir faire. Parce que tu peux en avoir un de 5000 mètres. Il peut avoir les milieux humides, mais il est construisible pareil. S'il respecte les milieux humides. Comme on disait, si c'est tout un milieu humide, ah, ben non, les milieux humides, oublie ça. C'est ça, les milieux humides, on appelle ça un lac. Avant, c'était 43 000 pieds carrés. 200 mètres par 200 mètres. C'est 4 000 mètres. Après ça, ça a changé 15 minutes. Ça, c'est une belle grandeur. Ça a changé en 2000. En 2024. Ouais. En 2024, vous allez changer pour 6 000. 6 000 m². Là, je change pour 5 000. Vous essayez d'aider la municipalité à emmener plus de monde. Si vous mettez des terrains qui sont plus grands, ça fait le contraire. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on l'a maintenu à 5 000. Bien les diminuer. Même à 5000 mètres, tout sur le bord de l'eau, tu as 20 mètres que tu n'as pas le droit de se servir. Ils payent des taxes dessus. Les grands qui sont pas payés. Qui amène de la valeur foncière. Si vous perdez le lac, votre valeur foncière va débaisser. Oui, je le sais, Max. Alors, si vous ne le protégez pas en amont, ce 20 mètres-là, c'est pas une perte, c'est une protection du lac. Je ne suis pas contre la protection du lac. Ben, si vous perdez votre lac, votre valeur foncière va être 400 000, là. 4 000 mètres, je parle de droit de lac. Alors, c'est une protection. C'est tout à C'est pas juste pour répondre, c'est carrément une décision qui est politique. Nous sommes à la mineure. L'environnement, c'est notre richesse. On a décidé, au niveau du conseil, 6 000 mètres, c'était trop. 4 000, c'est peut-être pas assez. On a mis à 5 000, on a décidé de mettre un frontage au niveau du lac pour respecter le lac. Je pense que c'est des conditions qui sont, oui, sont sévères, mais ils vont nous permettre aussi de pouvoir profiter de la mineure encore pendant 100 ans, pendant 200 ans. Fait que c'est ça qu'il faut penser. C'est pas juste une question économique, c'est une question environnementale. Puis lorsqu'on parle d'environnement, soit que le gouvernement en haut, il sort les normes,
où nous autres, au niveau du conseil, on décide que 5000 mètres et 55 mètres de frontage, ça va être la norme. À moins qu'il y ait des arguments pour ça, mais pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui est acceptable, c'est ça qu'on vise. On vise à protéger la mineure, mais on vise aussi à ce que la mineure en prospère aussi. Mais si on y va juste sur le volet économique, il y a quelque chose qu'on va perdre. Et là, on dit, oui, on pense au volet économique. Je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans qui ont été pensées pour ça, que le citoyen y économise, que les gens puissent acquérir des terrains un petit peu plus petits, parce qu'on partit de 6 000 mètres à 5 000 mètres carrés, c'est 25 de moins. C'est beaucoup, là. On a permis des quais à certains endroits. Mais on comprend qu'au niveau du constructeur, si on était capable d'arriver à 3 000, ça serait peut-être plus payant. Mais c'est pas ça qu'on vise. On vise à protéger la mineure et à permettre les choses. Puis aussi la mineure, les gens ils se disent on veut pas recréer un autre plan, on veut pas recréer, mettons, Montréal où les gens sont tout collés. 5 000 mètres carrés, tu regardes de chaque côté de mon terrain, tu vas peut-être voir ton voisin un petit peu, mais tu vas avoir ta tranquillité d'esprit. Peut-être pas ailleurs. Les gens qui viennent ici, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'on vise à protéger aussi. Si c'est trop petit, on peut se mettre en ville, ça coûte moins cher. C'est sûr que sur la largeur, je n'ai pas de problème, j'ai déjà dit, moi, je suis prêt à avoir 60 mètres sur la largeur. On va avoir de voisins, mais c'est parce que là, tu as des contraintes de chemin proche, mais là, tu es rendu, faut que tu vendes 200, 300 pieds sur le bord de lac, on est fait. Là, ton chemin, je comprends, mais il y a des définitions sans faire, c'est rare, mais il y a beaucoup d'assouplissement qui est mis en œuvre. Merci. C'est rare. Vous pouvez penser à transmettre vos suggestions au niveau de la direction générale, des choses, soit des questions, des recommandations. On va en tenir compte. Au niveau du caucus, on va reparler. Puis, on va revenir avec un nouveau projet. Soit le même projet s'il n'y a pas de modification ou avec un projet modifié. Donc, les gens qui ont. Le 4 000 mètres, ils respectaient la pose d'un puits artésien, un champ d'opération, tout ça. Moi, ça respecte. Pour l'environnement, c'était correct? C'est le minimum. Donc, on pense plus loin. Minimum. On était à 6 000, il y a des endroits où c'était à 8 000. On est à 5 000. Ça peut dépendre aussi de la configuration du terrain. Si vous avez oui, non, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Le paquet de terrain qui est vendu par le ministère. Vous savez, monsieur, dans une décision qui est politique, on fait plaisir à des gens, puis il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. C'est une décision politique est là, puis un règlement, ça ne satisfait pas tout le monde. C'est toute ligne qu'on trace dans le sable pour dire c'est ça qu'on protège ou pas. Et ça va être nos valeurs. Puis je pense que les valeurs de la mineure, on n'a pas de Costco, on n'a pas de grosses industries, c'est la villégiature, c'est la forêt, c'est nos lacs. On vient de dépenser plus d'1 million et quelques au niveau du lac Chapelot pour la ville de Mériopile. Pourquoi? Parce que peut-être que les terrains étaient trop petits, peut-être qu'il y avait des commerces à proximité qui ont pollué le lac, peut-être qu'on s'en est pas occupé assez vite. C'est pas 1 million sur une année, c'est 1 million sur 5 ans. OK, bon. Si je comprends bien, si on n'a pas d'objection à ces modifications de règlement-là, on laisse porter. Mais si quelqu'un a des arguments à vous fournir, est-ce qu'il doit vous envoyer des courriels ou est-ce qu'il doit vous consulter? Est-ce qu'il doit vous signifier? Là, en ce moment, on a recueilli tous vos commentaires ce soir, qui vont être transmis par voie de rapport au Conseil, qui va prendre une décision pour l'adoption du deuxième règlement. Okay. Donc là, le deuxième projet de règlement, s'il est adopté sans changement, puis que vous êtes encore en défaveur d'un article, donc il va y avoir un avis public qui va dire venez signer pour ouvrir un registre. Donc, c'est la demande d'ouverture de registre. OK. Mais là, il faut que vous ayez plusieurs signatures. C'est ça. On va avoir par zone, ça va nécessiter 12 signatures par zone. Ça, on connaît ça. Vous connaissez ça, oui. Ben non. Moi, je n'ai pas l'intention de m'objecter à ça. Vous êtes plus permissif que vous l'avez déjà été. Dans mon contexte, en ce qui me concerne,
j'ai pas d'objection. Mais encore là, je répète, là, je m'exprime mal, hein, c'est pas une objection, c'est vraiment, si vous vouliez que le conseil aille en référendum. Ah, ok. M. Bernier, c'est rare que les gens vont en référendum pour que le projet passe. OK. C'est le contraire. Mais quelqu'un pourrait dire, ben moi je signe parce que je veux que la population soit consultée et décide si oui ou non elles veulent la non-superficie, par exemple. OK. C'est beau. Ça prend bien du monde dans ton monde. Ben ça prend, si on a 21 personnes et plus dans une zone, ça nous prend 12 signatures. S'il y a moins de 21 personnes, ça nous prend 50% Pour aller en référendum. Pour aller en ouverture de registre. Les articles sont compliqués, mais ils sont contenus dans la